Imaginez un instant que votre esprit est une machine, pas une métaphore poétique, mais littéralement une machine. Chaque pensée est une instruction, chaque décision un calcul, chaque moment d'hésitation un processus qui consomme des ressources limitées. Vous avez probablement entendu parler de la surcharge mentale, de l'épuisement cognitif, de cette sensation où votre cerveau refuse simplement de continuer. Mais avez-vous jamais pensé que ce phénomène n'est pas une faiblesse humaine, mais plutôt la preuve que votre esprit fonctionne exactement comme une machine de Turing? Et si je vous disais qu'il existe une méthode, découverte par l'un des plus grands penseurs du XXe siècle, pour réorganiser complètement ce chaos mental? Une méthode si simple, si contre-intuitive, que la plupart des gens la rejettent avant même de la comprendre. C'est précisément ce que nous allons explorer ensemble. Alan Turing, le mathématicien qui a défini les limites de ce qu'une machine peut calculer, a également découvert quelque chose de profond sur la façon dont l'esprit humain peut se réorganiser quand il atteint ses limites. Cette découverte n'est pas dans ses publications académiques les plus célèbres. Elle est cachée dans ses carnets personnels, dans ses correspondances privées, dans les témoignages de ceux qui l'ont observé travailler. Et aujourd'hui, nous allons décortiquer cette méthode, comprendre pourquoi elle fonctionne et surtout comment vous pouvez l'appliquer à votre propre vie pour transformer votre esprit surchargé en une machine organisée et efficace. Mais avant de plonger dans les détails, posons-nous une question fondamentale. Croyez-vous vraiment comprendre comment fonctionne votre propre esprit? Vous pensez probablement que vous savez. Vous avez une intuition sur la façon dont vous pensez, comment vous résolvez les problèmes, comment vous organisez vos pensées. Mais cette intuition est trompeuse. Elle vous ment tous les jours. Pendant des siècles, les philosophes et les psychologues ont cru que l'esprit humain était quelque chose de mystérieux, d'ineffable, quelque chose qui ne pouvait pas être réduit à des règles simples. Et puis Turing est arrivé. Il n'a pas étudié l'esprit humain directement. Au lieu de cela, il a posé une question radicalement différente. Qu'est-ce qu'une machine doit être capable de faire pour être considérée comme pensante? Cette question a changé tout, parce qu'en répondant à cette question, Turing a involontairement créé un miroir dans lequel nous pouvons voir notre propre esprit. Et ce que nous voyons est troublant. Nous voyons que notre esprit n'est pas aussi libre, pas aussi créatif, pas aussi unique que nous l'imaginons. Nous voyons que nous fonctionnons selon des règles, des processus, des algorithmes. Et une fois que vous acceptez cette vérité, quelque chose de remarquable se produit. Vous commencez à comprendre que si votre esprit fonctionne selon des règles, alors vous pouvez modifier ces règles. Vous pouvez réorganiser votre esprit. Vous pouvez transformer le chaos en ordre. C'est exactement ce que Turing a découvert, et c'est exactement ce que nous allons apprendre. Commençons par le contexte historique. Nous sommes en 1936. Turing est un jeune mathématicien à Cambridge, brillant mais isolé, travaillant sur un problème qui obsède les mathématiciens depuis des décennies, le problème de la décision, ou Entscheidungsproblem en allemand. Ce problème, formulé par David Hilbert en 1928, pose une question apparemment simple mais profondément troublante. Existe-t-il un algorithme universel qui peut déterminer si n'importe quelle affirmation mathématique est vraie ou fausse? Hilbert croyait qu'il devait en exister un. Il croyait que les mathématiques étaient un système complet, cohérent, où chaque vérité pouvait être prouvée par un processus mécanique. Mais Turing, en travaillant sur ce problème, a dû d'abord définir précisément ce qu'on entend par processus mécanique. Comment décrivez-vous une machine qui peut effectuer n'importe quel calcul? Comment la définissez-vous mathématiquement? C'est cette question qui l'a conduit à inventer ce qui allait devenir la machine de Turing, un concept théorique d'une simplicité élégante mais d'une puissance extraordinaire. La machine de Turing est composée de quelques éléments fondamentaux. D'abord, une bande infinie divisée en cases, chaque case contenant un symbole. Ensuite, une tête de lecture qui peut se déplacer le long de la bande, lire le symbole dans la case actuelle et écrire un nouveau symbole si nécessaire.
Enfin, un ensemble fini d'états et de règles qui dictent ce que la machine doit faire en fonction de l'état actuel et du symbole qu'elle lit. C'est tout. Pas de magie, pas de mystère, juste des symboles, des états et des règles. Et pourtant, Turing a prouvé que cette machine simple pouvait calculer n'importe quoi qui soit calculable. Elle pouvait résoudre n'importe quel problème mathématique qui pouvait être résolu par un processus mécanique. Cette découverte a eu des implications profondes. Elle a montré que le problème de la décision n'avait pas de solution. Il n'existe pas d'algorithme universel qui peut déterminer la vérité de toute affirmation mathématique. Les mathématiques ne sont pas un système complet. Il y a des vérités qui ne peuvent pas être prouvées, des problèmes qui ne peuvent pas être résolus par un processus mécanique. Mais ce qui est encore plus important pour nous, c'est que Turing a créé un modèle de ce qu'est le calcul. Et ce modèle s'applique non seulement aux machines, mais aussi à l'esprit humain. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Turing a appliqué ses théories de manière pratique. Il a travaillé à Bletchley Park, le centre de décryptage britannique, où il a aidé à casser le code Enigma utilisé par l'Allemagne nazie. Le nombre de combinaisons possibles du code Enigma était astronomique. Avec les paramètres standards, il y avait environ 158 quintillions de combinaisons différentes. Un quintillion, c'est 1 million de milliards. Essayez d'imaginer ce nombre. Si vous pouviez tester 1 million de combinaisons par seconde, il vous faudrait environ 5 milliards d'années pour les tester toutes. Mais Turing a conçu une machine appelée la bombe, basée sur des travaux antérieurs des mathématiciens polonais qui pouvaient réduire considérablement l'espace de recherche. En utilisant des techniques de logique mathématique et de théorie de l'information, la bombe pouvait éliminer des millions de combinaisons en quelques heures. Les historiens estiment que le travail de Turing et de son équipe à Bletchley Park a raccourci la Seconde Guerre mondiale d'environ 2 ans et a sauvé environ 14 millions de vies. 14 millions. C'est le nombre de personnes qui auraient pu mourir si Turing n'avait pas appliqué ses théories mathématiques à un problème pratique. Mais voici ce qui est fascinant. Pendant qu'il travaillait sur ces problèmes complexes, Turing a observé quelque chose chez lui-même et chez ses collègues. Quand l'esprit est surchargé, quand il y a trop de variables à considérer, trop de chemins à explorer, trop de possibilités à évaluer, l'esprit humain ne s'effondre pas simplement. Au lieu de cela, il se réorganise. Il crée des structures mentales, des raccourcis, des patterns qui lui permettent de traiter l'information de manière plus efficace. Turing a remarqué que les meilleurs mathématiciens et cryptographes n'étaient pas ceux qui pouvaient mémoriser le plus de faits ou qui pouvaient effectuer les calculs les plus rapidement. C'étaient ceux qui pouvaient organiser leur esprit de manière à minimiser la charge cognitive. Ils créaient des structures mentales qui leur permettaient de traiter des problèmes complexes comme s'ils étaient simples. Et Turing a commencé à formaliser cette observation. Il a commencé à développer ce qu'il appelait la méthode solitaire, une approche systématique pour réorganiser l'esprit quand il atteint ses limites. Maintenant, vous vous demandez probablement qu'est-ce que cette méthode, comment fonctionne-t-elle et comment puis-je l'utiliser? Laissez-moi vous poser une question avant de répondre. Si vous aviez un problème complexe à résoudre, quelque chose qui vous obsède depuis des jours, quelque chose qui vous garde éveillé la nuit, comment l'aborderiez-vous? Vous penseriez probablement à tous les aspects du problème simultanément. Vous essayeriez de tenir compte de toutes les variables, de tous les facteurs, de toutes les implications possibles. Et c'est précisément ce qui surcharge votre esprit, c'est précisément ce qui crée le chaos. Turing a découvert que la solution n'était pas de penser plus fort, mais de penser différemment. La méthode solitaire repose sur un principe simple, mais puissant. Isoler. Isoler le problème de son contexte. Isoler les variables. Isoler les états mentaux. Créer une solitude mentale où vous pouvez examiner une seule chose à la fois, avec une clarté absolue. Mais comment créer cette solitude mentale? Turing a découvert que cela nécessitait une approche en 3 étapes. La première étape est ce qu'il appelait la déclaration de l'état initial. Avant de commencer à résoudre un problème,
Vous devez déclarer explicitement l'état actuel de votre esprit. Quel est le problème exact? Quelles sont les variables connues? Quelles sont les variables inconnues? Quelles sont les contraintes? Vous devez écrire cela, pas simplement le penser, l'écrire. Parce que l'acte d'écrire force votre esprit à être précis. Il force votre esprit à organiser les pensées de manière linéaire, séquentielle. Et une fois que vous avez écrit l'état initial, quelque chose de remarquable se produit. Le problème devient moins accablant. Pourquoi? Parce que vous avez externalisé une partie de la charge cognitive. Vous avez transféré le problème de votre esprit à un morceau de papier. Votre esprit est maintenant libre de se concentrer sur la résolution du problème, plutôt que sur la mémorisation du problème. La deuxième étape est ce que Turing appelait la réduction itérative. Une fois que vous avez déclaré l'état initial, vous commencez à réduire le problème. Vous prenez le problème complexe et vous le divisez en sous-problèmes plus petits. Puis vous prenez chaque sous-problème et vous le divisez à nouveau. Vous continuez ce processus jusqu'à ce que vous arriviez à des problèmes si petits, si simples, que vous pouvez les résoudre immédiatement. C'est exactement ce que la bombe faisait avec le code Enigma. Au lieu d'essayer de tester toutes les 158 quintillions de combinaisons, elle réduisait le problème en utilisant des contraintes logiques. Elle éliminait les combinaisons impossibles, ce qui réduisait l'espace de recherche de manière exponentielle. Et votre esprit peut faire la même chose. Quand vous êtes confronté à un problème complexe, vous pouvez le réduire en utilisant la logique. Vous pouvez éliminer les possibilités impossibles. Vous pouvez transformer un problème qui semble insurmontable en une série de problèmes petits et gérables. La troisième étape est ce que Turing appelait la reconstruction systématique. Une fois que vous avez résolu tous les sous-problèmes, vous les recombinez pour résoudre le problème original. Mais voici le point clé. Vous ne recombinez pas simplement les solutions. Vous les recombinez de manière systématique, en suivant des règles précises. Vous créez une structure logique qui montre comment chaque sous-solution contribue à la solution globale. C'est important parce que cela vous permet de vérifier votre travail. Cela vous permet de voir si les sous-solutions s'emboîtent correctement, si elles sont cohérentes, si elles résolvent réellement le problème original. Maintenant, vous vous demandez peut-être, comment cela s'applique-t-il à ma vie quotidienne? Je ne suis pas un mathématicien, je ne travaille pas à casser des codes, je suis juste une personne ordinaire qui essaie de naviguer dans la vie, et c'est précisément le point. La méthode solitaire ne s'applique pas seulement aux problèmes mathématiques. Elle s'applique à n'importe quel problème qui surcharge votre esprit. Vous avez un projet au travail qui vous stresse? Déclarez l'état initial. Écrivez exactement ce que vous devez faire. Quelles sont les ressources disponibles? Quels sont les délais? Puis réduisez le projet en tâches plus petites, puis exécutez chaque tâche systématiquement. Vous avez une relation qui vous préoccupe? Déclarez l'état initial. Quels sont les problèmes exacts? Quels sont les sentiments impliqués? Quels sont les besoins non satisfaits? Puis réduisez le problème relationnel en conversations plus petites, en actions plus petites. Puis recombinez-les de manière systématique pour améliorer la relation. Mais il y a quelque chose de plus profond dans la méthode solitaire. Ce n'est pas seulement une technique de résolution de problèmes, c'est une philosophie de la pensée. C'est une reconnaissance que votre esprit, comme la machine de Turing, fonctionne selon des règles. Et une fois que vous acceptez cette vérité, vous pouvez modifier ces règles. Vous pouvez réorganiser votre esprit, vous pouvez transformer le chaos en ordre. Turing a compris cela profondément. Il a compris que la surcharge mentale n'est pas une faiblesse. C'est un signal. C'est votre esprit vous disant que vous avez dépassé la capacité de traitement de votre système cognitif actuel. Et la solution n'est pas de repousser les limites de votre système, c'est de réorganiser votre système pour être plus efficace. Pensez à cela d'une autre manière. Imaginez que vous avez un ordinateur avec une mémoire limitée. Si vous essayez de charger trop de programmes à la fois, l'ordinateur ralentit, il devient inefficace. Mais si vous fermez les programmes inutiles, si vous organisez les données de manière plus efficace,
Si vous optimisez le système, l'ordinateur fonctionne mieux. Votre esprit fonctionne de la même manière. Quand vous êtes surchargé, ce n'est pas parce que vous êtes incapable, c'est parce que votre système cognitif n'est pas optimisé pour la tâche actuelle. Et la méthode solitaire est une façon d'optimiser votre système. Mais comment Turing a-t-il découvert cela? Comment a-t-il développé cette méthode? La réponse se trouve dans sa vie personnelle. Turing était un homme solitaire. Il n'avait pas beaucoup d'amis. Il ne participait pas à la vie sociale typique de Cambridge. Au lieu de cela, il passait ses journées seul, à penser. Et dans cette solitude, il a découvert quelque chose. Il a découvert que, quand il était seul, quand il n'y avait pas de distraction, quand il pouvait se concentrer complètement sur un seul problème, son esprit fonctionnait différemment. Il fonctionnait plus efficacement. Les pensées venaient plus clairement. Les solutions émergeaient plus facilement. Et Turing a commencé à formaliser cette observation. Il a commencé à développer une pratique de solitude mentale intentionnelle. Il créait des espaces, des moments, où il pouvait isoler son esprit du bruit du monde et se concentrer sur un seul problème, avec une clarté absolue. Et c'est là que réside la véritable puissance de la méthode solitaire. Ce n'est pas seulement une technique, c'est une pratique. C'est quelque chose que vous devez cultiver, que vous devez pratiquer, que vous devez intégrer dans votre vie quotidienne. Turing a passé des années à perfectionner cette pratique. Il a découvert que certains moments de la journée étaient meilleurs que d'autres pour la solitude mentale. Il a découvert que certains environnements étaient plus propices à la concentration. Il a découvert que certaines préparations mentales pouvaient améliorer la qualité de la solitude. Et au fil du temps, il a développé un système complet, une approche holistique de la réorganisation mentale. Maintenant, parlons de la technologie moderne et de la façon dont la méthode solitaire s'applique à notre époque. Nous vivons dans une ère de surcharge informationnelle sans précédent. Nous avons des smartphones qui nous bombardent de notifications. Nous avons des réseaux sociaux qui nous demandent constamment notre attention. Nous avons des emails, des messages, des appels, des vidéos, des podcasts, tous en compétition pour notre attention limitée. Et le résultat? Nous sommes plus surchargés que jamais. Notre capacité de concentration diminue. Notre capacité à résoudre des problèmes complexes diminue. Notre bien-être mental diminue. Mais la méthode solitaire offre une solution. Elle nous montre comment créer des espaces de solitude mentale dans un monde bruyant. Elle nous montre comment isoler nos pensées du bruit. Elle nous montre comment réorganiser notre esprit pour être plus efficace. Et cela s'applique directement à la technologie que nous utilisons. Les algorithmes de recommandation des réseaux sociaux, par exemple, sont basés sur les mêmes principes que la bombe de Turing. Ils réduisent un espace de recherche énorme en utilisant des contraintes logiques. Ils éliminent les possibilités impossibles. Ils vous montrent le contenu qui est le plus susceptible de vous intéresser. Mais ces algorithmes ne sont pas conçus pour votre bien-être. Ils sont conçus pour maximiser votre engagement. Et cela crée une surcharge mentale. La méthode solitaire vous permet de reprendre le contrôle. Elle vous permet de décider quelles informations vous consommez plutôt que de laisser les algorithmes décider pour vous. Elle vous permet de créer votre propre espace de solitude mentale, même dans un monde connecté. Pensez à la cryptographie moderne. Elle repose entièrement sur les principes que Turing a développés. Les codes modernes sont basés sur des problèmes mathématiques qui sont faciles à vérifier mais difficiles à résoudre. Par exemple, il est facile de multiplier deux grands nombres premiers ensemble, mais extrêmement difficile de factoriser le résultat en ses composantes premières. C'est le fondement du chiffrement RSA qui sécurise une grande partie de la communication Internet. Et ce principe vient directement du travail de Turing sur le problème de la décision. Il a montré qu'il existe des problèmes qui ne peuvent pas être résolus efficacement par un processus mécanique. Et cette découverte a des implications pratiques énormes pour la sécurité informatique moderne. Mais revenons à la question fondamentale. Comment pouvez-vous utiliser la méthode solitaire dans votre vie? Voici un exemple concret.
Supposons que vous avez un projet complexe au travail. Vous devez concevoir une nouvelle campagne marketing. Il y a tellement de variables à considérer. Le budget, le public cible, les canaux de distribution, le message, le calendrier, la concurrence, les tendances du marché. C'est accablant. Vous ne savez pas par où commencer. Voici comment vous appliquez la méthode solitaire. D'abord, vous déclarez l'état initial. Vous écrivez « Je dois concevoir une campagne marketing. Le budget est de 50 000 €. Le public cible est les femmes de 25 à 40 ans. Les canaux disponibles sont les réseaux sociaux, l'email et la publicité en ligne. Le délai est de 3 mois. L'objectif est d'augmenter les ventes de 20%. Maintenant, vous avez clarifié le problème. Votre esprit n'a plus besoin de mémoriser tous ces détails. Ils sont écrits. Vous pouvez vous concentrer sur la résolution du problème. Ensuite, vous réduisez le problème. Vous le divisez en sous-problèmes plus petits. Quels sont les messages clés que je dois communiquer? Quels sont les canaux les plus efficaces pour atteindre mon public? Comment puis-je allouer le budget entre les canaux? Quels sont les indicateurs de performance clés que je dois suivre? Chacune de ces questions est plus petite, plus gérable que le problème original. Vous pouvez vous concentrer sur une question à la fois. Et une fois que vous avez répondu à chaque question, vous recombinez les réponses. Vous créez une stratégie cohérente qui intègre tous les éléments. Et soudainement, ce qui semblait impossible devient possible. Vous avez transformé un problème accablant en une série de problèmes gérables. Et voici le point crucial. Ce processus n'est pas seulement efficace, c'est aussi libérateur. Quand vous appliquez la méthode solitaire, vous reprenez le contrôle de votre esprit, vous cessez d'être passif, submergé par le chaos. Vous devenez actif, organisé, intentionnel, vous créez de la structure. Et cette structure vous libère. Elle vous permet de penser plus clairement, elle vous permet de résoudre des problèmes plus efficacement. Elle vous permet de vivre une vie plus intentionnelle. Turing a compris cela, et c'est pourquoi il a développé la méthode solitaire. Ce n'était pas seulement une technique pour résoudre des problèmes mathématiques, c'était une philosophie de vie. C'était une reconnaissance que l'esprit humain, comme la machine de Turing, fonctionne selon des règles. Et une fois que vous acceptez cette vérité, vous pouvez modifier ces règles. Vous pouvez réorganiser votre esprit, vous pouvez transformer le chaos en ordre. Vous pouvez créer une solitude mentale où vous pouvez penser avec clarté. Et dans cette clarté, vous pouvez accomplir des choses extraordinaires. Maintenant, considérez les implications plus larges. Si chaque personne pouvait appliquer la méthode solitaire, si chaque personne pouvait réorganiser son esprit pour être plus efficace, quel serait l'impact? Imaginez une société où les gens ne sont pas surchargés, où ils peuvent penser clairement, où ils peuvent résoudre des problèmes complexes avec efficacité. Imaginez une société où les gens reprennent le contrôle de leur attention, où ils ne sont pas manipulés par les algorithmes, où ils vivent de manière intentionnelle. C'est le monde que Turing envisageait, c'est le monde que la méthode solitaire peut créer. Mais il y a un avertissement. La méthode solitaire n'est pas une solution magique. Elle nécessite de la discipline, elle nécessite de la pratique, elle nécessite que vous créiez intentionnellement des espaces de solitude mentale dans un monde qui vous demande constamment de vous distraire. Elle nécessite que vous résistiez à l'impulsion de vérifier votre téléphone, de consulter vos emails, de vous engager dans les réseaux sociaux. Elle nécessite que vous soyez intentionnel. Mais si vous êtes prêt à faire cet effort, si vous êtes prêt à cultiver cette pratique, les résultats peuvent être transformateurs. Et c'est le legs de Turing. Ce n'est pas seulement la machine de Turing, ce n'est pas seulement son travail sur le problème de la décision, ce n'est pas seulement son rôle dans le décryptage d'énigmas, c'est aussi cette découverte profonde sur la façon dont l'esprit humain peut se réorganiser quand il atteint ses limites. C'est cette reconnaissance que nous ne sommes pas prisonniers de notre surcharge mentale. Nous pouvons créer de la structure, nous pouvons créer de la clarté, nous pouvons créer une solitude mentale où nous pouvons penser avec profondeur et intention. Et dans cette solitude, nous pouvons accomplir des choses que nous n'aurions jamais cru possibles.